Le 25 juillet 2015, pour Louis et moi, c'est le plus beau jour de notre vie. Le 5 janvier 2016, le pire jour de notre vie. Entre la naissance de notre fille Andrea et l'annonce du premier diagnostic, nous vivons 5 mois d'insouciance, de vie quasi normale. Nous l'emmenons déjà partout avec nous, peut-être pour la préparer à ce tour de monde que nous allons faire à 3. Et puis rapidement, on comprend que quelque chose ne va pas, que notre vie ne sera pas celle des autres. À ces 10 mois, le couperet tombe et le verdict est sans appel. Andrea a une maladie génétique rare, neurodégénérative. Peut-être que quand vous visionnerez cette conférence l'année prochaine, ma fille ne sera plus. Elle a 3 ans. Un petit bébé ne devrait pas être malade. Un petit bébé a toute la vie devant lui. Un petit bébé deviendra grand. Cette normalité, tout imaginée, s'est arrêtée pour Louis et moi à ces 5 mois. Finalement, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça nous arrive et c'est maintenant. Je vais vous confier un secret. Avant, j'étais comme vous. J'étais réticente, rien qu'à mettre du Doliprane à un enfant qui fait ses dents. Aujourd'hui, je coordonne 5 pharmacies pour remplir l'armoire de ma fille. J'avais peur de lui couper ses ongles, et puis pendant 4 mois, chaque semaine, je lui ai remis sa sonde nasogastrique. Et aujourd'hui, je change les prolongateurs de sa gastrostomie. Je me demandais quelle veilleuse Montessori j'allais bien pouvoir lui acheter. Et puis me voilà la guettant pour ne pas qu'elle se réveille dans le tunnel de l'IRM. Louis, qui 5 mois auparavant se demandait comment porter son bébé pour son premier bain, se retrouvait en train d'essayer de la tenir correctement pour ne pas qu'elle bouge lors de sa ponction lombaire. Les premiers jours d'hospitalisation, je veux parler à personne. Je suis pas comme vous, c'est pas en train de m'arriver, ma fille ira bien, elle. Je dis à Louis, je veux pas devenir un zombie du couloir de neurologie. Je suis pas sortie de la chambre pendant 15 jours. Je voulais pas louper le passage des neurologues. Je suis pas sortie de l'hôpital pendant 20 jours. J'ai dû prendre 3 douches au total. Finalement, rapidement, je le suis devenue, ce zombie. De ceux qui errent d'assistante sociale en assistante sociale, dans le brouillard d'acronymes mystérieux, pour faire reconnaître son bébé comme handicapé, sans trop savoir pourquoi, en se justifiant par des certificats médicaux évolutifs, par la rédaction d'un bien mal nommé projet de vie, pour espérer avoir la bonne allocation, la bonne place dans le bon établissement, dans la bonne crèche, auprès du bon professionnel de santé, la bonne carte invalidité, la bonne carte mobilité inclusion, et puis tout refaire, parce que son dossier est perdu. Et comprendre rapidement, très rapidement, qu'avoir bac+10 à 2 ne vous servira strictement à rien dans ce monde à part pour s'enfoncer comme tout le monde dans la bien nommée errance administrative. Alors comme tout le monde dans ce monde à part, on le rencontre, le fameux professionnel de santé maladroit, celui qui à minuit, aux urgences, regarde votre bébé, vous regarde vous, l'un après l'autre, mais vous êtes de la même famille ? Vous devez vous tromper, en fait, moi je viens pour un reflux gastrique. Comme tout le monde dans ce monde à part, on l'a croisé l'humain en mal de sensations fortes. Alors, imaginez, vous vous baladez en poussette avec votre fille, quand soudain une dame surgit. Oh, comme je suis heureuse de vous voir, j'étais à la soirée l'autre jour, j'ai entendu votre histoire, c'est formidable. C'est votre fille ? Pas le temps de répondre, elle se jette sur elle, lui trifouille le ventre. Elle a son tube pour la nourrir ? Comme tout le monde, dans ce monde à part, on est fatigué, éreinté de tout ça. Fini la liberté d'un apéro en sortie de bureau. Je peux pas, Andrea pleure, elle hurle, elle vomit beaucoup. Je peux pas la laisser, je viendrai la prochaine fois. Ou la suivante. Fini la vie sociale, les expos, les ciné, les musées, je peux pas, j'ai hôpital. Fini
les week-ends improvisés, les voyages surprises. Dommage, on avait même le sac de rando adapté pour le road trip l'été prochain. Fini la carrière, commence Pôle emploi. On se transforme, on s'abîme. On se demande même s'il ne faut pas mieux se séparer. Comme 80% des parents de ce monde à part. Vous savez, pour essayer de conserver au moins une moitié de vie normale chacun. Et finalement, si on avait tout faux. Lacan disait « Le réel, c'est quand on se cogne ». Nous, on s'est cogné bien fort. Le réel, on se l'est pris pleine face. Andrea ne marchera jamais, elle ne mangera jamais par la bouche, elle nous appellera jamais papa-maman puisqu'elle ne parlera jamais. Alors quoi, abandonner ? À quoi bon persévérer dans le même moule puisque de toute façon, dès l'annonce du premier diagnostic, c'était déjà plus le même. Donc pas le choix, faut rebondir. À cette époque, Andrea souriait encore. La faire sourire, c'est notre moteur. On va aux IRM en dansant sur Michael Jackson. Pour les électroencéphalogrammes, on préfère David Bowie. À défaut des séances d'éveil musical prévues à la Philharmonie de Paris, on explore tous les sons et les chansons possibles pour la distraire quand les infirmières cherchent sur ses toutes petites mains et ses tout petits pieds la bonne veine pour la prise de sang. Parfois pendant 1 heure, sans succès. J'ai très tôt compris qu'il valait mieux agir plutôt que tergiverser. Bon. Mais dans 10 mètres carrés d'une chambre d'hôpital, comment agir ? Eh bien, pour tenir, j'ai pas trouvé mieux que le rêve. Le rêve, l'imaginaire, celui qui vous permet de vous échapper, celui auquel vous rattachez de plus en plus, celui auquel vous rattachez de plus en plus vos lectures. J'avais envie d'air, de nature. J'ai donc appris la permaculture dans les livres à l'hôpital. Non, sans mettre une seule fois les mains dans la terre. J'ai appris les associations de culture en même temps que les mots atrophie, dystonie, mitochondrie, gastrostomie, de l'air. Ailleurs. Surtout ailleurs. Andrea a été un détonateur dans nos vies. Une vraie bombe, dévastatrice. Mais elle nous pousse tous les jours à construire sur nos friches. Perdre ses repères, c'est aussi l'occasion de s'en construire de nouveaux. Perdre son insouciance pour gagner en résilience. C'est justement hors de notre zone de confort que nous nous révélons. La maladie, le handicap, nous mettent au pied du mur. Ils vous poussent à penser le monde autrement, à désapprendre, à déconstruire. Tout ce que vous pensiez soigneusement et durablement établi. Vous devenez court-termiste, vous ne planifiez plus, tout ce que vous pensiez n'est plus. Vous redevenez pur instinct. Alors, quand tout est déjà perdu, de toute façon, vous pouvez acheter un corps de ferme en ruine. Et c'est ce qu'on a fait avec Louis. On a décidé de redessiner le peu de temps qu'Andrea passerait auprès de nous. Quand je me projette 2 ans en arrière, quand je nous revois acheter cette longère avec Andrea qui avait 1 an, dont on ne savait pas si elle sera encore avec nous à la fin des travaux, je nous revois agir peut-être avec l'énergie du désespoir, mais certainement plus avec celle de l'instinct. Parce que ce choix de vie ne peut se mesurer raisonnablement, en pesant le pour, le contre, en mettant des plus, des moins dans des tableaux Excel. Il ne tolère aucun avis extérieur. Il fallait partir. Refuser la chronique de la mort sociale annoncée, chercher une utilité sociale. Refuser de s'écrouler, construire une nouvelle vie. Cet ailleurs, qui nous a toujours donné envie et qu'on pouvait toucher si aisément du doigt avant en prenant un billet d'avion pour voguer vers d'autres horizons, on a vite compris que c'était terminé. Que la nouvelle vie qui nous était imposée était de fait liberticide. J'ai jamais pu me résoudre à cette privation de liberté.
Il fallait absolument se construire ce nouvel ailleurs dans ce nouveau schéma qui nous était imposé. Il y a 2 ans, quand nous avons quitté Paris, on s'est retrouvés dans un village en pleine campagne. Autant d'habitants dans le village que dans les immeubles mitoyens que nous avions laissés la veille. Des pâtures à perte de vue, un chat, un chien, un coq, un cheval. Vous savez quoi, ça m'a fait un bien fou. Contre l'agitation citadine et mon tumulte intérieur qui faisait écho, me retrouver dans la nature, dans le calme et le vert, m'a apaisé. Ouvrir le champ des possibles à la sérénité, c'est ce que nous voulons offrir à notre tour. Pourquoi ? Ça se demande pas, ça se vit. Quand les câlins à votre bébé ne suffisent plus et qu'il vous faut lui administrer d'urgence un neuroleptique, je vous mets au défi de relire les conseils de l'éducation selon Dolto. Quand votre enfant peut hurler 15 heures d'affilée, je vous mets au défi de prôner la bienveillance à la 16e heure. C'est comme ça qu'est née l'idée des bobos à la ferme. Les bobos à la ferme, c'est notre projet bulle d'oxygène dans ce quotidien anxiogène auquel on se refuse. Le sens que nous décidons de donner à la vie d'Andrea. On n'abandonne pas nos idéaux, on les sublime en créant ce projet de cœur. Ce que nous créons, ou plutôt ce que nous essayons de créer, c'est un lieu de répit inclusif. Le répit, c'est souffler, c'est faire une pause. Mais c'est aussi un droit, le droit au répit, qui est inscrit dans la loi handicap 2005 pour les aidants familiaux. Les aidants familiaux, ce sont ces 11 millions de personnes en France, oui, 11 millions, qui s'occupent d'un proche en perte d'autonomie. Handicap, maladie, vieillesse, dépendance. Nous, on a voulu s'appuyer dessus pour créer des séjours de répit en milieu touristique ordinaire. N'est-ce pas aussi important que de scolariser les enfants qui le peuvent en milieu ordinaire ? Alors, chez nous, les bobos des enfants, c'est à la ferme. Une nature omniprésente, des hébergements adaptés, des professionnels attentifs, pour s'offrir une pause hors de son espace-temps, pour déconnecter de son quotidien et reconnecter à la terre. Les enfants sont des éponges. Offrir à leurs parents un cadre bienveillant pour les apaiser, c'est plus qu'essentiel. C'est de la bientraitance. On me demande parfois, par rapport au projet, mais comment allez-vous faire pour accueillir des touristes normaux avec des enfants handicapés ? Je me questionne. Est-ce que quand vous allez en vacances, quand vous réservez votre chambre d'hôtel, vous appelez pour savoir quel sera le genre, l'orientation sexuelle ou la couleur de votre voisin ? Est-ce que, avant la rentrée scolaire, vous appelez l'école pour savoir s'il y aura un enfant handicapé dans la classe de votre enfant ? J'espère pas. Accepter l'inclusion, c'est refuser l'exclusion. On m'a demandé récemment comment passer de la folie à la réalité sur ce projet. C'est pas de la folie. La folie pour nous eût été de nous entêter dans notre vie d'avant, avec la survenue de la maladie d'Andrea. C'est pas facile, hein. Je vous le dis. C'est hyper dur. Non, plus, c'est pas. Dès lors, je sais pourquoi c'est pas facile, c'est parce que c'est un paragraphe qui est très émouvant pour moi. Dès lors que le handicap s'installe dans notre vie, il bouleverse tout. Il bouleverse le rapport à soi, le rapport à l'autre et le rapport aux autres. Il redéfinit vos priorités. Il y aura toujours un avant et un après. Il est un retour à l'essentiel, une purge à futilité, un entonnoir qui réduit peu à peu le champ des possibles. Il vous dévoile. Se dévoiler, c'est lever le voile. C'est voir par le prisme de notre vulnérabilité, de nos fragilités. C'est découvrir nos proches autrement. Eux aussi se révèlent. C'est accueillir dans nos vies de nouvelles personnes et recevoir beaucoup d'amour.
Nos sentiments sont décuplés. L'ascenseur émotionnel nous fait monter très haut quand Andrea va bien et nous plonge dans des angoisses profondes quand sa maladie progresse. Être à l'écoute des signaux faibles, garder cette flexibilité quant à la réponse à donner à la vie et à son imprévisibilité, c'est ce que nous apprend le handicap tous les jours. Depuis 3 ans, Andrea nous révèle à nous-mêmes. Elle nous apprend la maîtrise de nous-mêmes. Elle est d'ailleurs très exigeante là-dessus. Depuis 3 ans, nous cheminons à ses côtés. Moi aussi, j'ai changé. Peu à peu, j'accepte. Avec notre association, on a même créé les rendez-vous des parents extraordinaires. Et on se réunit tous les mois entre nous. Je discute, je découvre des histoires de vie incroyables. Des parents qui ont perdu leurs emplois, parfois tous leurs amis, et qui sont devenus administrateurs de la vie médicale de leur enfant, coordinateurs de leurs agendas de ministres auprès des professionnels de santé, experts de l'administration française, couteau suisse des solutions qui n'existent pas. Les parents d'enfants handicapés ont une force de vie et de résilience insoupçonnée. Savez-vous qu'une étude a prouvé que les mamans d'enfants autistes ont un stress équivalent à celui d'un soldat au combat? Elles ne lâchent jamais. Avec les bobos à la ferme, on n'est pas une exception. Savez-vous que le handicap est une source de créativité intarissable? Les lunettes de soleil, par exemple, ont été inventées à la base pour les déficients visuels. Les télécommandes pour les personnes à mobilité réduite. Les SMS pour les personnes malentendantes. Tous les jours, le handicap est à l'origine d'initiatives et d'innovations impressionnantes qui méritent d'être mises en lumière parce que tellement importantes et utiles à la société dans son ensemble. Je ne sais pas si j'ai ma place ici ce soir. Je ne me sens pas décalée, je me sens plutôt recentrée, plus alignée. Malgré la survenue de la maladie d'Andrea, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus qu'hier, on mène une vie en accord avec nous-mêmes et avec nos valeurs. Andrea est sur cette terre pour que vous fassiez ce que vous faites, m'a-t-on dit récemment. Tous les jours, on doute. Mais nous savons que nous n'avons plus le choix. On avance vers une échéance qui nous bouleversera définitivement. Et on ne sait pas comment on en ressortira. Mais en attendant, on construit. Et en attendant, surtout, on continue à faire danser notre princesse sur son fauteuil. Merci.